Bonjour à vous tous, téléspectateurs, téléspectatrices, followers. Nous sommes bien là. Éco-Club est de retour. Nous devons être là parce que 22 années d'existence, donc comme je le dis souvent, longévité et constance, il s'agit là donc de l'ADN même d'Éco-Club. Donc merci, après cette période de vacances, de vous retrouver, chers chroniqueurs, chers amis, et à vous également, téléspectateurs, followers. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Nous sommes dans la continuité du temps, c'est-à-dire nous parlerons des vacances. Les vacances, donc, qui sont en quelque sorte marquées de deux choses, comme je le dis, d'un fameux binôme euphorie et tristesse. Euphorie et tristesse, nous avons donc vu pendant cette période de vacances des sortes de doses, je dirais même d'overdoses, overdose musicale, overdose aussi sportive, overdose polémique de cran-cran, si vous voulez, en tout cas, overdose événementielle de tout genre. Alors, nous nous interrogerons donc sur cela, nous analyserons, chacun expliquera donc comment il a vécu cette période de vacances. Nous marquerons notre temps d'arrêt sur ce que nous appelons l'euphorie et également sur les phénomènes de tristesse. Et nous voyons ce qui s'est passé hier au Maroc. C'est aussi un événement qu'il faut souligner. Et nous avons beaucoup de personnes aussi qui nous ont quittés. Nous parlerons pendant cette période, les éléments de tristesse. Et puis, deuxième aspect, non pas la rentrée, mais comme nous le disons toujours ici, les rentrées. Les rentrées, c'est-à-dire rentrée académique, rentrée politique, rentrée économique. Il s'agira donc, à ce niveau-là, de voir est-ce que nous sommes dans la récurrence, le répétitif, le blablabla successif que nous connaissons. Ou du moins, est-ce qu'il y a véritablement, à l'occasion de cette rentrée, des éléments qui annoncent, n'est-ce pas, une rupture pour des lendemains sans doute meilleurs. Voilà donc en quelque sorte, à vous chers amis chroniqueurs ici présents, les clubistes, et à vous téléspectateurs followers, le cocktail thématique qui nous réunit ce dimanche 10 septembre 2023. Alors je m'adresse d'abord à vous chers amis du plateau, je vous remercie beaucoup, c'est mon premier devoir, c'est de vous remercier, parce que, figurez-vous, je le dis, je ne cesse de le dire, c'est un coup de chapeau pour Éco-Club, 22 ans d'existence, et cette constance dans la présence, cette constance aussi dans l'analyse, parce que vous savez, c'est Éco-Club, groupe de réflexion, d'analyse, d'échange et de communication. Nous réfléchissons, nous analysons, nous échangeons, nous communiquons. Alors merci pour cette longévité, merci pour votre présence. Je m'adresse généralement à ma droite spatiale, sans oublier la gauche est occupée par notre ami Nico, notre cher ami Nico. Alors, on lui fait l'honneur de commencer. Nico. Alors Nico, grand bonjour à toi. Bonjour à toutes et à tous qui nous regardent la télévision. Éco-Club a beaucoup de caractéristiques, comme tu l'as dit. Je n'ai pas tout dit, parce que vous avez aussi votre appréciation. En particulier, tu vois, moi je pense au fait que les télévisions de proximité sont dangereuses parce qu'elles prennent le risque de ne pas avoir de recul. C'est-à-dire qu'elles sont toujours à chaud sur l'événement. Et les télévisions de l'argent, elles prennent du recul parce que c'est l'audimat qui les intéresse. Donc, il y a un souci de positionnement. Nous, je pense qu'on est immodestement... on est inquiet ni par le local, ni par le global, et comme dit Speronel, ni par le risque du bocal. Le risque du bocal. Nous, on est situés. Vraiment, on est situés. C'est pour ça que l'émission est sympathique. Donc, il faut qu'on puisse être proche des gens, leur donner la capacité de prendre du recul, regarder le monde de là où ils sont. Très bien. Et sans se perdre. C'est pour ça que c'est bien. C'est pour ça que pendant notre absence, la Guadeloupe entière, peut-être le monde, nous a demandé. Nous voici. C'est notre manière à nous d'exprimer cette vérité. En tout cas, je m'associe parfaitement, totalement à cette analyse. Il y en a qui vont en dire, il y en a beaucoup. Alors on est
Ravinez-vous, René, vous savez, toujours vivant, toujours debout, n'est-ce pas? Alors, grand bonjour à toi, René. Bon, enfin, bien belle bonjour à tout le monde. Bon, toujours vivant, toujours debout, avec les hauts et les bas. Tout le monde a ce même idée là. À plus fois debout là, des fois, on peut coucher qui debout. Et on peut faire qui fait les. Bon, donc, il faut savoir que ça, c'est la vie. C'est la vie. Les moments de joie, les moments de tristesse, les moments où on peut poser des questions, la vie, vous-même et tout, c'est bien ça. Mais enfin, ça qui est intéressant, c'est que là où nous avons retrouvé nous avons représenté diversité à toutes les opinions qui peignent en Guadeloupe. Et nous avons échangé en toute convivialité, en toute cordialité. Mais en tant que Guadeloupéens, nous avons bail sentiment en nous. Et c'est ça qui a enrichi le débat là. Et il faut ça en disant. Très bien de le souligner, très content de ces propos. Et bien entendu, Raymond Amaï, toujours vertical. Je sais que l'activité en entreprise, ça tourne aussi, ça va. Oui, ça va. Beaucoup de transport maritime, j'imagine. Et oui, ça continue, c'est tous les jours. Alors, bonjour à toi. Vraiment de vacances, mais enfin, on a concilié les deux. En tout cas, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous regardent, bonjour à tous ceux qui ont fait leur rentrée. Et puis, j'espère que tout le monde a fait une bonne rentrée. Je vais embrayer un petit peu sur ce que mes prédécesseurs ont dit concernant Eco-Club, qui est quand même une référence d'émission en Guadeloupe et peut-être même au-delà de la Guadeloupe. Et pour sa régularité et son franc-parler et dans toute la diversité de, comme disait notre ami Bouchon, René, où tous les courants d'opinion, en tout cas une bonne partie de l'opinion guadeloupéenne se reconnaît dans ce que nous faisons à travers nous. Et puis ce que j'admire aussi à travers les relations entre nous chroniqueurs, c'est que malgré nos divergences d'opinion, mais il y a une entente vraiment formidable et avec de la hauteur que chacun, les uns et les autres se respectent, tout en gardant leurs différences. Et ça, je trouve ça formidable. Et c'est un exemple pour la Guadeloupe. C'est bien dit, bien entendu, Raphaël. Alors, comme on l'appelle toujours, notre maître à penser. Oh là là. Ces vacances, bien passées. Les vacances excellentes. Je ne sais même pas si j'en ai vu, parce que c'est passé tellement vite que ça reste une fulgurance, comme toute bonne chose à l'heure du temps. Mais pour revenir, comme on réouvre la 23e saison, d'Eco-Club. Oui, effectivement, je me fendrais aussi d'un petit mot de recul, en disant, mais finalement, qu'est-ce que je fais là encore? Pourquoi cet attachement? Cet attachement, pourquoi cet engouement, cette implication et ce désir, cette attente du dimanche, alors qu'avant j'allais à la messe. D'accord, merci pour moi. Je crois qu'il y a... C'est pour reprendre un peu ce qui... Je crois que pour reprendre un peu le ton, il y a deux fois deux termes qui me viennent en mémoire, dans la tête quand je pense à Eco-Club. Le premier, c'est l'association entre l'alliage et l'alliance. Donc l'alliage des matériaux, des systèmes de pensée, des discours, etc., et l'alliance fondamentale qui nous lie dans quelque chose dans un moment, dans un espace-temps donné, qui est cet horizon, ce volume que représente Eco-Club. Et ça, c'est construit sur deux dimensions, c'est un petit peu ce que tu disais. D'une part, une dimension du respect, un profond respect de la personne humaine, de la chose dite, de la chose énoncée, quelle que soit d'où elle vient. Et d'autre part, ce qui me plaît le plus, ça c'est mon petit côté sucré-salé, une certaine impertinence, un droit d'interpeller les choses à partir tout en ayant ce respect, mais à partir d'une position qui ne serait pas une position de béni oui-oui. Les choses ne sont pas si évidentes qu'elles n'apparaissent, et donc il faut les interpeller de manière politiquement correcte peut-être, de manière parfois un petit peu... avec un petit côté de vinaigre. Et cette impertinence, je l'aime beaucoup, parce que c'est celle qui permet d'instruire aussi le procès de la liberté dans le rapport aux choses vécues, aux choses perçues ou aux choses ressenties. Donc pour moi, Eco-Club, c'est un petit peu tout ça. Merci pour ces propos vraiment agréables. Nous devons
je m'associe parfaitement à ces analyses. Je dirais bien quelque part que le débat du dimanche, le débat de tous les jours, aussi la lecture, la télévision, les réseaux sociaux, tout cela entretient en quelque sorte ce que j'appelle une certaine nos neurones. Voyez-vous. C'est une bonne neuroplasticité parce que quand vous venez ici, on se retrouve, nous avons un thème, mais généralement, il faut réfléchir. Pas généralement, il faut réfléchir. Parce qu'il faut réfléchir, réagir, et les téléspectateurs aussi aiment ça. Alors, avant d'arriver donc à notre thème, un salut, je crois, il faut le dire, bien appuyé à l'ensemble de l'équipe dirigeante de Canal 10 et aussi l'ensemble de l'équipe technique. Hein. Nous avons avec nous Yann aujourd'hui, pas Yann, Jordan, aujourd'hui, nous te saluons. Merci pour cette nouvelle saison et bonjour à la direction et à toute l'équipe. Voilà, messieurs. Petit bonjour à Madrid aussi. À Madrid, très bien. Et ça aussi, ta fille aussi. Oui. Rappelle-moi le nom. Kaladja. J'avais vu ici et j'étais très marqué en tout cas par son attachement à ce qui se passe un peu avec le club. Voilà, donc messieurs, donc je disais que les vacances, euphorie et tristesse. Alors, nous avons vu ce côté euphorique des vacances, sur le plan sportif, par exemple, sur le plan aussi musical, le Goka. Il y avait des journées de Goka de ceci, journées de Goka. À Moronalo aussi, il y a beaucoup de manifestations. Je pense qu'il faut le dire, c'est l'ensemble de l'archipel Guadeloupe, n'est-ce pas, qui a été concerné par cette dose, des overdoses d'euphorie dans des domaines extrêmement divers. Mais aussi, il y a eu la tristesse. Alors, commençons par l'euphorie. Qu'est-ce qui vous a marqué? Quels sont les éléments? Il y a le tour de la Guadeloupe, bien entendu. Il y en a tellement de choses qui nous ont marqué que nous pouvons ranger parmi ce que j'appelle l'euphorie. Alors, si tu parles du tour de la Guadeloupe, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est quelque chose qu'il faut voir à 2 degrés. Dans l'euphorie, mais dans le même mouvement qui rend compte de l'euphorie, il faut voir aussi l'immense tristesse. oui. Et là, je m'explique. Le tour de la Guadeloupe, la couverture médiatique m'a saoulé. Couverture médiatique. M'a saoulé. Ras-le-bol. Là, c'est l'overdose. Là, c'était de l'overdose et c'était peut-être même à la limite même de l'insolence. Quand on voit, alors là, j'explique et ça tombe dans la tristesse, que certaines chaînes, on va nommer personne pour faire bien, nationales, ne sont pas capables de sortir une émission à peu près ou un magazine à peu près satisfaisant sur la Guadeloupe. Et que là, on nous a bassiné des 4-5 heures en direct, ceux qui mobilisent un hélicoptère à 3 500 € de l'heure, ceux qui mobilisent un avion, ceux qui mobilisent des troupes, des compétences journalistiques qu'on ne retrouve jamais dans d'autres domaines, du temps, etc., etc. Et vous n'étiez pas foutu de faire une émission qui puisse être valable ou qu'on puisse reproduire sur une chaîne quelconque nationale. Et que là, pendant une semaine entière, on est ça, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. On est dans le tiers-monde. Et là, on tombe directement dans la tristesse. J'étais content du tout, hein. Mais oui. Bon, je regardais le soir, je regardais le matin, mais ça va, c'est bon. Et donc, en fait, l'un dans l'autre, comme dirait quelqu'un que j'aime bien, c'est plus de la tristesse que de la... En plus, quand j'ai su d'où venait le financement, parce qu'il est clair que le financement ne venait pas de la France. La France n'a rien à foutre de couvrir autant en frais directs, alors qu'on n'a même pas d'argent pour faire fonctionner les petites associations qui font un travail. Faut arrêter, c'est du tiers-mondisme, c'est donner la fête, c'est le jeu du cirque, c'est donner de la pâture au peuple, et puis foutez-nous la paix à partir de ça. Donc, c'est euphorie, oui, overdose, certainement. Ça, c'est clair, mais aussi à un moment donné, donc c'est ça que je dis notre côté impertinent, arrêtez, trop, c'est trop. C'est quoi ce truc-là? Donc, essayer de trouver les mêmes compétences. Alors, en même temps, il y a une émission de France Outre-mer, je ne sais pas quoi, sur Jarry, sur la mangrove, je ne sais pas si vous l'avez vu, la mangrove qui disparaît avec l'extension de Jarry. De Jarry. Extraordinaire. Les mecs sont sortis de France pour faire ça, pour montrer la vieille mangrove à côté du pont et des gens qui essaient de replanter. J'ai dit, bon, attends, arrêtons. De la mesure, dans toute chose, dans toute espèce de chose, un peu de mesure, un peu de relativité, et puis une dimension pédagogique. N'écrasez pas les gens par quelque chose qui est complètement démagogique, qui, je ne sais pas d'où ça vient, comment ça vient, et qui est complètement inopportun. Voilà, ça c'est tout à la fois tristesse et euphorie. On va en débattre, hein, bien entendu, mais c'est sûr, cette analyse, je l'ai bien entendu, parce qu'il m'arrivait effectivement à des moments, bon, j'avais pas sommeil, ou du moins d'allumer mon écran, il
fallait zapper. Mais C'était il faut connaître les coups. Je pense, chacun peut avoir son appréciation de la chose. Mais je pense avec du recul, il faut peut-être quelquefois penser aux téléspectateurs. Alors, ce qui est bien avec le club, tout le monde peut penser ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment donné, un sentiment d'incohérence doit vous donner une notion de mesure. Ce qui pose problème, c'est l'incohérence. Et donc, quand ça devient aussi énorme, aussi exorbitant, il faut se dire qu'il y a un guide sous roche. Et c'est là qu'il faut que l'esprit critique doit pouvoir dire, bon, ok, d'accord, c'est bien, c'est le jeu du cirque, c'est le jeu pour le peuple, mais en même temps, il y a quelque chose de c'est pas possible, quoi. Revenons sur Terre. Revenons sur Terre. La proximité, elle est diverse, elle est multiple. Il faut tenir compte, mais en fait, c'est comme ça. Alors, Ramaï, c'est tout. Il y a de bonnes choses. Il y a eu le sport, il y a eu Amoul aussi. Il y a une grande manifestation du côté de Portland, là, après l'autre bord. Ah oui. Il y a eu cette marée humaine, n'est-ce pas, qui a remis, je dirais pas remis, mais en fait, qui a une fois de fois mis le moule. Holding. Eh bien, le moule était sur la sellette, hein, positivement en tout cas. Parce que la Caraïbe, médiatiquement, ça a focalisé les regards sur le moule. Alors, je t'écoute là-dessus d'une manière générale. C'est vrai que ça a perturbé aussi la circulation. Le fonctionnement et la circulation des riverains sur un rayon autour de 3 km tout autour. Oui. Donc c'était un petit peu plus difficile, mais ça a été très bien géré par la municipalité. Oui, ça s'est bien donc ça s'est très bien passé et ça n'a pas véritablement causé des gênes plus que ça pour les riverains, pour leur quotidien. C'était une très belle manifestation qui a réuni quasiment toute la Caraïbe. Sur le moule, c'était quand même quelque chose de positif pour nous, pour le rayonnement et du moule, mais aussi de la Guadeloupe. Mais je dirais aussi quand même quelques mots concernant le tour de la Guadeloupe, tout en restant d'accord avec mon ami Raphaël. Mais je vais essayer de trouver quand même quelques notes un petit peu plus positives, pour agrémenter, parce que le tour de la Guadeloupe, c'est quand même quelque chose de sacré pour les Guadeloupéens. Et que tout le monde, il suffit de regarder. Moi qui suis installé sur Jarry dans l'activité économique, on sent vraiment que l'activité économique s'arrête quasiment pendant le tour de la Guadeloupe. Il y a beaucoup de personnes qui prennent leur congé sur le tour de la Guadeloupe pour vivre ce tour sur le plan sportif. Et c'est vrai que la couverture médiatique était vraiment très poussée cette année, particulièrement poussée. Je peux comprendre que certaines personnes en avaient un petit peu marre, mais il y a d'autres qui étaient vraiment satisfaits aussi. Et donc, alors, sur ce plan-là, cette couverture télévisée, je ne parle même pas de la couverture radiophonique, il y a quand même quelque chose que c'est quand même regardé. Et la publicité, le rayonnement, ça n'a pas de prix. Et c'est quand même regardé au-delà de la Guadeloupe. Et ce qui fait quand même, comme à l'image de la route du Rhum, c'est discutable un peu. Mais c'est vrai que ce n'est pas concret, c'est très abstrait. Mais il y a quand même des retombées sur le plan de faire connaître la Guadeloupe, de faire voir des images en relation avec la Guadeloupe pour ceux qui regardent au-delà du pays. Et donc, ça peut être quelque chose de positif à ce niveau-là. Parce que lorsqu'on parle de la Guadeloupe, en général, on ne voit pas d'image, mais là, on a fait une couverture. Comme pour le Tour de France, on voit des monuments, on voit des villes, on voit des zones de campagne où ça met en valeur le pays. On peut apprécier, on peut ne pas apprécier, mais il y en a certainement qui disent, ah ben ouais, c'est joli, il y a une belle plage par ici, il y a de la mangrove par là, et ben pourquoi pas aller faire un tour lors des prochaines vacances d'été. Donc, je vois ça plus de cette... Et puis, il y a le côté sportif aussi, où les sportifs qui aiment le tour suivent minute par minute, seconde par seconde, ce qui se passe. Et pour aller un petit peu plus loin sur le plan sportif, le plateau était relevé cette année, particulièrement relevé. Personne ne s'attendait à ce que Guadeloupéen gagne le Tour de la Guadeloupe. Et en fait, on connaît les péripéties, malgré ce qui s'est passé à la dernière étape. J'ai pas trop apprécié l'équipe qui était seconde au classement général.
et quelqu'un que le peloton a vraiment soutenu pour gagner 2 ou 3 tours de la Guadeloupe. Quand il a fallu renvoyer l'ascenseur, ça a été un petit peu laborieux. Et malgré que le second du classement général faisait partie de l'équipe, de ces personnes. Et donc, c'est quelque chose de super joli qu'un Guadeloupéen, et puis dans ce plateau relevé, de gagner le tour. Et je dirais même, s'agissant du Tour de la Martinique, j'ai l'impression que les dirigeants de la Guadeloupe, sur le plan dans le domaine, et lui-même, Benjamin Lény, qui a gagné le Tour de la Guadeloupe, ne savait pas, ça c'est moi, je suis ça aussi de très près, qu'il aurait pu gagner le Tour de la Martinique. Mais c'est les derniers jours, l'avant-dernier jour, qu'on s'est rendu compte. Lui-même, Lény, et même peut-être les dirigeants, le cadre sportif, c'est peut-être rendu compte qu'il aurait pu aussi gagner le Tour de la Martinique. Mais personne ne savait, lui-même ne savait pas, et moi non plus, d'ailleurs. Et puis bravo aussi pour l'équipe qui a gagné au Tour de la Guyane. Enfin voilà pour ce qui concerne le Tour. Il y a d'autres choses qu'on devrait dire. Il y a des éléments en tout cas d'euphorie. Je pense que... Avec, comme on l'a souligné, des sortes d'overdoses en matière de rhum. Peut-être c'est parce que c'est sacré qu'il faut bien gérer la communication. Attention. On ne va pas comparer la vie du Rhum et le Tour de la Guadeloupe. Hein. C'est pas du tout les mêmes. Oui. On va en revenir. On n'est pas du tout dans les mêmes échelles. Hein. On va en revenir. Alors... Ni dans les mêmes optiques. René, on passe aussi au vif des phénomènes là qu'on nous-mêmes, on pensait tout le monde en Guadeloupe, puisque là, on est là, plein les arbres, là, ils montent vers nous. Hein. C'est quoi monter vers nous, là? Le Montégique, là. Chaque l'année. Chaque l'année. Non, ça Guinée, c'est que tout ça, le mois de juillet, août, c'est en général des mois, c'est les mois de fête. Hein, les mois de fête. Hein, puisque c'est. Généralement, c'est moi les fêtes communes. Les fêtes au Blouillel, hein? Oui, c'est les fêtes communes, sauf que là, qui essayons des caractéristiques, pas ni du tout ampleur à les fêtes communes qu'on te connaît avant. Tout simplement parce que ça a montré difficulté à les communes sur le plan financier et difficulté à eux au niveau de la gestion, même à les communes, et à moyen qu'il y ait à disposition à eux. Même si très souvent, on a parfois des petites fêtes de section, mais c'est surtout les associations qui prennent ça en main pour battre les communes en faveur, qui travaillent un certain nombre de moyens logistiques, c'est tout, mais il ne faut pas contenir l'argent ni les ça. C'est pour ça que les fêtes de communes, de moins en moins, les fêtes de communes, pour autant qu'on les connaît à l'époque. Deuxième bitin, c'est qu'effectivement, c'est une période de fête sportive. Hein. Alors, nous parlons de tout à la Guadeloupe, mais il y a tout à Marie-Galante. Hein. Marie-Galante, oui. Tout à Marie-Galante, autant d'importance. Qu'on sorte de préparation à tout à la Guadeloupe. Et c'est les mêmes moyens qui parfois mettent à disposition, etc. Et on y la CONCACAF. Oui. Puisque tout au final, la CONCACAF en football, c'est une période là, ça aussi. Et là aussi, nous avons un certain nombre de moyens qu'il y a une tendance à développer. Hein. Avant, pas de direct, après, ils ont commencé direct. Et c'est bien ça. Et puis aussi, ni le Tour de la Guadeloupe en voile traditionnelle. C'est les périodes, hein. C'est ces périodes-là, ça. Bon. Donc, c'est des périodes, si vous voulez, à la fois festives, qui, pas nécessairement négatives, hein, à pas seulement des affaires à sucre, qu'on va dire sucre fest, ça. C'est des périodes où mon a exprimé, si vous voulez, qui a exprimé tout sentiment amour sportif là, là, et tout ça. Mais, si vous voulez, donc c'est ça. Et puis, ni aussi des butins qui sont inévitables dans la vie, hein, ni la vie et la mort, oui. Ni des périodes plus tristes. Mais nous avons l'occasion de parler de ça, c'est les périodes où nous avons parti. Mais là, c'est surtout des périodes où, quelque part, nous avons décompressé de tout le stress là et difficultés là qui nient, à part qu'il ne faut pas oublier, hein, parce qu'elle est là, hein. Toujours pas ni de l'eau, toujours pas ni ceci, toujours pas ni cela. Donc les butins de mes contentements toujours là, hein. Mais en fait, c'est une occasion pour ils font un défoulement. Voilà. Alors, avant d'arriver, on va poursuivre avec Nico, avant d'arriver à cette page publicitaire, Nico, sur tous ces aspects, on a parlé d'euphorie, et alors je pense que beaucoup de choses, les choses ont retenu ton attention, il y en a à dire là-dessus, alors on était content. Il y a un très bon et très vieux livre, et Raphaël connaît ça mieux que moi, je crois que c'est Herbert Marcuse qui a écrit un bouquin qui s'appelle « L'euphorie dans le malheur ».
Euphorie dans le malheur. Ouais, l'euphorie dans le malheur. Je ne l'ai pas lu encore. Kalaja ne va pas lire ça, c'est trop vieux pour elle. 68. Hein? Oui, 68, c'est pour... Oui, 68, c'est Dayocho. Kalaja lit des livres actuels. Hein, bon, c'est pas comme Sporonel et moi, ce sont des vieux monsieur. Ouais. Mais l'euphorie dans le malheur, on est là-dedans, en fait, on est là-dedans. Hein? Et la question, c'est le dosage, quoi. Le dosage. C'est comme de la mousse au chocolat. La mousse au chocolat, s'il n'y a que de la mousse, c'est pas une mousse au chocolat. S'il n'y a que du choco, c'est pas la mousse. Voilà, la question, c'est le dosage. Hein, le dosage. Et Raphaël a raison d'interpeller le pays sur le dosage. Nous n'ayons pas de dosage. Souvent, certains disent que la différence entre le médicament et le poison, c'est le dosage. C'est le dosage. Hein. C'est le dosage. Ouais. Donc, c'est ça le problème-là. C'est qui genre, il ne faut pas qu'on se soigne et puis qu'on se tue. Hein? Bon, c'est ça la question. Bon, mais c'est vrai que la question du divertissement, au sens pascalien du terme, hein? Sinon la vie devient impossible sans divertissement. Si tu es en phase avec le réel en permanence, il faut divertir. Il faut divertir. Mais par contre, la porte du divertissement, si elle te conduit au panem et circenses, le pain et les jeux comme objectifs finaux, il y a un problème. Hein? Et si tu oublies que pour Martin Bouygues, qu'est-ce que la télévision? Martin Bouygues te dit, la télévision, le programme, c'est le temps passé à préparer l'esprit à recevoir la publicité. À recevoir la publicité. C'est le programme secondaire. Oui. Le problème, c'est préparer l'esprit à consommer de la pub, pour de la consommation. Pour la consommation. Et c'est ça le vice. La préparation doit être importante. La préparation est importante. Voilà, c'est ça le vice. C'est ça le vice. Bon, c'est vrai que, et je rigole parce que je me moque un peu de ma fille, parce qu'elle a fait son stage d'ouvrier, oui. Et il est qu'à rentrer mort. KO, pas endormi. Mais elle me disait que le matin, je suis en forme. On dit, Marx disait que le repos sert à reconstruire la force de travail. La force de travail. Et uniquement ça, quoi. Donc, ils comprennent ça au niveau du vécu. Hein? Donc, il faut du repos, mais il faut du temps choisi aussi. Il ne faut pas qu'on soit victime du système. Hein? C'est ça la grande difficulté. Mais dosage. Divertissement, oui, mais temps gagné et temps investi librement aussi. Merci pour cette... On arrive tout à l'heure. Merci pour cette préparation, parce qu'il y a la pub. Oui, d'accord. Une télévision sans publicité. Publicité, pas une télé sans publicité. Et on revient avec vous. Oui. Merci, la pub. Au retour, voilà, après cette courte page publicitaire. Alors, chers amis clubistes, nous avons présenté, donc chacun a présenté à sa manière son ressenti sous l'angle de l'euphorie. Alors, il y a peut-être à en dire là-dessus, à échanger, mais il y a le côté de la tristesse. D'abord, alors il y a une réaction par rapport à tout ce qui a été dit. Alors, je voulais juste préciser un truc, j'ai peut-être été un peu excessif, mais bon, on s'est bien compris. Et j'y tiens parce que c'est le propre d'Eco-Club que d'amener, et je reviens à ce qu'on disait au début, au premier tour de table, d'amener sur le spectacle du monde un regard, je disais, impertinent. Dire, mais attends, bon, ok, c'est bien, bon, tout est bien, on peut se glorer, on peut s'installer dans un doux paysage où tout va bien, les bisounours et compagnie. Puis on a le droit d'être un peu impertinent, de dire, bon les gars. Alors, ça veut dire quoi dans ce tour de la Guadeloupe? Je reviens à ça. C'est qu'il y a quand même une analyse, on est obligé. Un tour aussi massif, une activité aussi massive, avec de l'argent, nécessite, avec tant d'argent, financièrement mobilisé. Tant d'argent, tant de mobilisation de compétences techniques, financières et tout, c'est un phénomène politique. Donc ça nécessite obligatoirement une approche sociopolitique. On est obligé. Et c'est aussi une approche culturelle, puisque c'est la Guadeloupe, c'est le peuple, c'est l'émotion, et ça nécessite une approche socioculturelle. Et les deux, en principe, doivent aller à peu près dans le même sens. Sauf que ce n'est pas le cas là. L'approche sociopolitique, sans faire de grandes analyses pour remplir la tête des gens, manifestement, c'est une prise de tête. On aime le cyclisme, on aime le Tour de la Guadeloupe, ok, on aime bien, on aime le foot, on aime tous les sports, il y a de l'engouement. C'est la définition même du sport que de permettre un échange collectif, une massification collective. Il n'y a pas à mettre en plus un état spectacle autour du sport, sinon que de faire un investissement sociopolitique à finalité sur lesquelles on peut s'interroger. Donc il y a une prise de tête. Une prise de tête sociopolitique, vous ne savez pas pourquoi ça survient, pourquoi ça surgit comme ça dans un paysage où les jeux d'acteurs sont quand même bien connus, et qu'est-ce que ça signifie? Oui, bien connu. Et, bien sûr, dans la période dans laquelle on est. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose du niveau socioculturel, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une réduction du champ socioculturel
Je suis désolé. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un enfermement sur le tout azimut, le tout tour, le tout ceci, comme si rien d'autre se passait par ailleurs. Et comme si les autres activités sportives ne méritaient pas un regard ou une aide ou un accompagnement financier qui pourrait leur permettre d'émerger. Donc, c'est simplement ce que je veux dire, c'est que, bon, et ça reprend un petit peu ce que disait Nico par rapport à la notion de dosage. Quand on est en surdose, en overdose, et toi, il faut qu'on s'interpelle parce qu'il y a d'un côté cette volonté de la personne qui donne l'aiguille pour mettre l'overdose, il y a la notion d'addiction, il y a la notion de dépendance, et donc on peut suspecter qu'il y a là une manipulation qui est tout à fait sur laquelle, bon, nous, Eco-Club, on a envie de dire deux mots et c'est tout. C'est intentionnel. Bon, maintenant, à part ça, bon, tant mieux, j'ai eu le tour. Alors, pour la victoire de la Guadeloupe, c'est ce que tu disais, Raymond, c'est extraordinaire, parce que personne ne la voyait au départ. On n'y avait même pas pensé. Oui, il y avait même, dans les bruitages médiatiques, toujours pareil, des cris sur les oppositions, les guérillas au sein même de l'équipe Guadeloupe, traditionnelle, c'est un truc traditionnel. Et le tour a surpris tout le monde. La chute a surpris tout le monde. Même moi, il n'y a pas de problème, je ne veux pas trop de dans ce domaine-là, parce que je m'attendais, je disais, mais c'est trop fort, c'est trop haut. La majorité des gens qui viennent là sont pratiquement dans l'antichambre des équipes professionnelles ou des choses comme ça. C'est plus pour nous, ça ne nous appartient plus. Et la preuve, c'est la grande pointure, en tout cas, relativement à la Guadeloupe. Bien sûr. Bien. Alors, la Guadeloupe aussi, c'est l'illustration d'une chose apparemment difficile, c'est-à-dire comment contenir des gens dans un contexte insoutenable. Comment contenir des gens voilà. C'est-à-dire que, comme dit Amiralty, à l'hôpital, pas ni de docteur. À l'hôpital, pas de docteur. Pas ni de l'eau à Capesté. À Capesté. À Sainte-Rose aussi, on a dit. Non plus, alors. La question, c'est ça. C'est vrai. Comment, sur un fond de malheur généralisé, de tous les niveaux, comment contenir, comment la France, ou comment ceux qui dirigent de manière générale, font pour que ça n'explose pas? C'est ce qu'on appelle l'euphorisation fallacieuse. C'est pour tromper les gens. Non, si un brevet, il faut l'exporter, celui-là. Ah oui, ce brevet-là. On se dit généralement que ailleurs, ça ne tiendrait pas. Ici, ça tient. Pourquoi ça tient? Qu'est-ce qui fait que ça tient? Eh bien, il y a l'euphorisation. Il y a l'overdose. En tout cas, on pose la question. Moi, je n'arrête pas d'entendre dire que la Guadeloupe, c'est une poudrière. Et ça n'explose pas. Ça n'explose pas. Ouais, alors comment il faut que j'aille moi allumer la mèche? Qu'est-ce que non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais c'est une analyse qui est très répandue. Donc voilà. Alors moi, ça m'intéresse. D'autant plus que ceux qui pensent qu'il faut que ça change. Il y a ceux qui pensent qu'il faut changer. On ne peut pas continuer en l'état. Vous mettez un cycle autre, même exemple, un truc unique qui a comme vocation de couvrir la Caraïbe, les Antilles, avec une offre médicale qui n'existe nulle part. Et qu'est-ce qu'on a pris en plein tour de machin? On n'a pas une radio pharmacienne capable de permettre que ça tienne, ça va être fermé pour 2 mois. Oui. Attends, de qui on se moque là? Donc il y a quand même un rapport à l'essentiel qu'il faut évoquer, disons. Il faut évoquer. Il y a un Memorial Act qui a coûté de l'argent, on n'arrive pas à le faire fonctionner. Alors, Rabaï, dans la tristesse, il y a des éléments comme ça qu'il faut pointer du doigt. Il y a d'autres aussi. C'est vrai que, effectivement, le Memorial là, là, on commence à rentrer dans le sujet de la rentrée. Revenir dans le quotidien, en dehors des vacances, en dehors de l'euphorie qu'on a connue. C'était des vacances vraiment de belles vacances réussies. Je pense pour tout le monde, avec son lot de hauts et de bas. La turbulence, en tout cas. C'est le quotidien. Mais alors, la réalité est toujours là. On a toujours les mêmes problèmes, des problèmes récurrents. Le problème de l'eau, le problème des routes. On constate aussi que les routes se dégradent un petit peu plus chaque jour, et j'ai l'impression que les réparations, en tout cas la réfection, n'est pas assurée comme c'était assuré il y a quelques années de cela. J'ai l'impression qu'il y a une certaine dégradation en la matière, tant au niveau des routes, ce qu'on appelle des routes nationales, et départementales et communales. Pour certaines communes,
Il y a un petit peu de laisser aller à ce niveau-là. Donc, je crois que les uns et les autres, nos élus, parce qu'il faut forcément parler de nos élus, devraient se mettre un petit peu plus à l'écoute et pour que la population s'accroche davantage aux activités, à ce que nous attendons de nos élus. Je suis l'un de ceux qui pensent qu'on doit avoir des élus forts. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement dans le contexte de la Guadeloupe, c'est un petit peu général. On a l'impression que c'est un phénomène de mode ou un phénomène mondial, que les élus sont de moins en moins appréciés. D'où on voit de plus en plus les dictatures. Les extrêmes, en tout cas. Les extrêmes et les dictatures prennent de plus en plus d'importance et d'autorité. Et on voit bien que là, c'est un problème qui s'applique au niveau mondial aujourd'hui. Et la démocratie face à comment dirais-je, aux activités de dictature qu'on constate qui a tendance à se répandre de plus en plus. Et j'espère que le monde, en tout cas l'Occident, qui a un petit peu plus de démocratie, va s'imposer, en tout cas va trouver la formule, parce qu'aujourd'hui, il y a véritablement un sujet préoccupant à ce niveau-là, comme on parle de la réalité, il y a aussi le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique. On a bien vu que cet été, tout le monde, enfin, je parle de l'été, bon, c'est un mot à la mode dans ce moment, parce que ce sont les vacances. Mais on sent bien qu'il y a un gros problème et que la planète et la Guadeloupe, aussi, avec la planète, doit prendre conscience de ce problème de réchauffement climatique. Et moi, je ne suis pas de tempérament pessimiste, mais vu la manière dont les choses évoluent, à la vitesse que ça va, ce réchauffement climatique, si on ne fait pas, on ne prend pas les mesures qui s'imposent au niveau planétaire, chacun à son niveau, j'ai l'impression que la Terre ne va pas tarder d'être comme la Lune, comme Vénus, comme Mars. Donc il faudrait vraiment que les terriens puissent prendre vraiment à cœur ce problème de réchauffement climatique pour essayer de voir, s'il n'est pas trop tard, de trouver des solutions, au moins pour rallonger l'échéance. Avant d'arriver à René, je veux quand même souligner, pour profiter de la circonstance, les Guadeloupéens, et peut-être même les étrangers aussi qui vivent en Guadeloupe, quand vous avez vos ordures, vos merdes à jeter, il y a deux déchetteries. Il y a une déchetterie, enfin il y en a deux. Il y en a des déchetteries. Déchetterie, c'est Rio Pluyer à la Guadeloupe. Vous irez, par exemple, à Bémao, vous avez à Abim, vous avez ailleurs dans toutes les communes. Quand vous avez vos restes de coco, vos restes quand vous avez vendu au chemin, pas venir jeter, il a envoyé un, quand il jeté presque devant moi. Ça, c'est révoltant de voir ça. Les vendeurs de coco, vous allez à la déchetterie. Ceux qui vendent la canne, qui me disent, ah oui, ouais, mais, comment me disent ça? Oui, biodégradable. Mais c'est très simple, biodégradable. On va mettre ça loin. Mais on va pas mettre, il a moins qu'à passer tous les jours. Donc, j'attire l'attention de tous ceux qui sont concernés, les vendeurs de coco et autres qui vendent en bordure de la route. C'est une activité économique, mais et aussi même de certaines petites entreprises, ou des entreprises d'une manière générale, qui vont jeter les restes de chantier, les tôles, etc. Ne jetez pas, il y a une déchetterie pour ça. Alors, si vous voulez une Guadeloupe propre, il y a lieu de prendre en compte ce type de message. On revient à René. René, on revient. Oui. On revient à René. On nous paie dans l'eau, nous, pendant les vacances là. Il y a eu la tristesse des célébrités, si vous voulez. Tous ils sont comme ça, les Guadeloupe. À leur manière, qui sont partis, qui nous ont quittés. C'est comme ça. Ils m'ont là haut. Ça qui tu vas parler, puisqu'il faut des déchets. Oui. Mais il y a un gros problème en Guadeloupe, de manière générale, un problème à traitement à les déchets, et en particulier à ramassage à les déchets. Et effectivement, on a relevé, il y a un gros travail à faire, et ça a touché toute question à l'écologie, c'est-à-dire, on économie
il y a à la fois marchand, tout ça, Oui. mais il est écologique aussi. Sûr, Sinon, on va un développement, au contraire, créer problème et développement économique. Alors là, ça, il va pas bon sens encore au bout d'un moment. Puisque si il a créé problème, à part comme ça, on va faire fonctionner les choses. Bon, en ce qui concerne les départs, effectivement, période là, c'est une période personnellement qui pour moi touche mon lot. Pourquoi? Parce que on a nos amis qui partent, qui montent en fil. Bon, ça a commencé par effectivement Michel Rousseau, je dis ça ici là, c'est ni Jean-Pierre Saint-Onge, effectivement, ni il y a Maxi Deval, ni commandant qui fondait l'UTS, Fernand Curier, et qui fondait l'UTS. À dans ce sens, l'UTS portait un habitant en Guadeloupe à ce moment-là. C'est-à-dire, à dans une conception qui était mettre la santé au centre des préoccupations. Et le patient en mi-temps habitant là. Était une collaboration très forte avec les médecins, avec tous les autres personnels de santé. C'était un journal qui était Remède qui Santé, qui permet d'implanter, comme nous tenions à l'époque un journal qui était l'école, qui permet d'implanter sur un certain nombre d'idées et permet de développer tout un certain nombre d'analyses pour porter un butin. Bon. Donc, on a dit ça parce que Fernand, ils font des l'UTS, il était 24 ans. Moi, j'ai créé, j'ai tout ça, il était 27 ans. Et depuis l'âge de 20 ans, 21 ans, nous sommes engagés à notre toute réflexion, combat et tout ça. Michel, c'était même vidéo là et tout ça. Gérard, lequel là tout, il a déjà fait toute une réflexion en la musique guadeloupéenne en particulier, tout apport là qu'il fait là. Jean-Pierre Saint-Onge, il porte un lot sur le plan de la connaissance historique, à travers un certain nombre de livres, documents et tout ça. Et toutes ces mondes-là, ça, si vous voulez, c'est des mondes qui étaient porteurs d'un certain nombre de réflexions, de créations à niveau là, ça, et qui malheureusement, là, il y aura parti, surtout là, il y aura parti peut-être plus jeune, hein, comme Jean-Pierre qui est parti à 68 ans. Au cas qu'il y a ni encore d'autres butins à dire, et que malheureusement, Et il y a un certain nombre d'autres mondes aussi, hein, enfin, tout un certain nombre de mondes proches qui a fait partie des générations en moins d'ailleurs. Jean-Pierre, c'était déjà d'autres générations dans Télavine, qui a tombé comme ça. Et quelque part, ça va permettre vous d'être beaucoup plus conscient le temps qui a passé et la nécessité, effectivement, de porter un certain nombre d'habitants, de contribuer à développer le pays là, ça, et à sortir le pays là, ça, dans cette situation-là, qu'elle est là à l'heure actuelle. C'est surtout ça, réflexion là, ça. Inspirer de tout ça qui fait de positif pour nous payer, c'est aller plus loin. Et justement, il y a un sens pour aller encore beaucoup plus loin. En tout cas, régler le problème en nous. C'est tout aspect-là, ça, qui est pour moi extrêmement important et qui a posé un certain nombre de questions. Alors, avant toute réaction, Nico, sur les éléments de tristesse, on a avancé, les départs, il y a aussi d'autres éléments, n'est-ce pas, n'est-ce pas, des sortes d'overdoses de tristesse aussi. Alors, tu vas nous dire, tu en as à nous dire et à réagir. D'abord, si tu veux, sur le fond général du pays, moi je suis impressionné par le silence des gens. C'est-à-dire qu'il y a une misère profonde, réelle dans ce pays, et les gens ne disent rien. C'est la résilience peut-être? Ouais, je sais pas, ça les flatte un peu, je sais pas, en tout cas, je sais pas comment ils font. Moi, il y a un mot intellectuel pour mettre sur eux, mais comment ils font? Comment tu fais pour vivre, continuer à vivre en étant debout, dans des conditions comme celle-là? Et est-ce que ça va continuer longtemps? Est-ce que ça peut continuer longtemps? Il y a en plus un soupçon de désespérance parce que ces gens-là n'ont plus personne, et pardonnez-moi, pour parler en leur nom, semble-t-il. Enfin, eux-mêmes ne reconnaissent plus personne pour parler en leur nom. Quand tu es désespéré et que finalement, comme dit Césaire, ma voix sera celle de ceux qui n'ont pas de voix, n'ont pas de problème, hein? Tu as un leader qui parle pour toi, hein? Bon. Mais quand tu ne reconnais personne de légitime pour parler pour toi, dans la misère absolue. Hein? Non, ça peut dans l'isolement. Ça peut pas continuer comme ça. Ça peut pas continuer comme ça. Et il y a une phrase que j'entends dire, c'est « Nous bout en jardin Étienne ». Nous bout en jardin Étienne. Loin. Ah, voilà. Et le problème là, c'est que voilà, ceux qui ont l'avantage, peut-être comme René et moi, d'avoir un peu cheminé, avoir une idéale, une pensée, nous doit dire ces gens-là ça que non.
nous pas bout en Jean-Étienne. Nous pas bout en Jean-Étienne. Et que là, souvent, il ne faut pas confondre l'impensé et l'impensable. Hein? Ni des bitins, nous pouvons penser, il n'y a pas impensable. Et souvent, mais pas impensable. Et souvent, hein, c'est souvent le chaos, hein, c'est dans le chaos qu'il y a l'ordre. Hein? Oui, absolument, ça arrive. Hein. Et c'est souvent dans l'obscurité que peut jaillir la lumière. Donc nous pas bout. Alors évidemment nous physiquement peut-être nous bout, pas ça. Bon ouais, d'accord. Bon moi j'ai pas l'âge Kalaja. Hein? Oui. Tout le temps pas mort, pas bout. Exactement. J'ai raison. Nous l'a toujours. Hein? Bon nous l'a toujours. Mais il faut dire à ceux qui sont là, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a une histoire que eux peuvent initier. Construire. Voilà, construire. Et il faut que la Guadeloupe accepte son chaos. Ouais. Hein, pour épuiser ou faire jaillir son ordre et sa lumière. Ça, c'est une question. Je pense. C'est une question extrêmement pertinente. Je vais continuer sur ça parce que je crois que c'était le ton de la journée. Oui. C'est très très important ce qu'on dit là. C'est le rapport entre la dimension sociopolitique et la dimension socioculturelle. Ce rapport-là, il est dans le récit et dans le narratif. Or, ce que dit Nico maintenant, qui est très très grave, il n'y a pas de récit. Parce que les gens ne savent plus à qui parler, il n'y a pas de narratif, il n'y a pas de... On ne sait plus. Et donc, la fonction symbolique ne s'exerce pas. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose de brut, de décoffrage. Les vacances, c'est pour s'amuser, c'est vacances. Le terme propre, c'est vacances. Et donc, comme c'est vacances, ça veut dire que, OK, priorité à l'euphorie. Mais quel type d'euphorie? Une espèce d'euphorie hallucinatoire, c'est n'importe quoi. On dit fallacieuse, oui. Une espèce d'euphorie enivrante, qui est fondamentalement un processus de substitution ou un processus d'invisibilisation. Ça veut dire que c'est une dystopie. Ce n'est pas de l'euphorie. C'est de la dystopie. C'est de la dystopie. Et donc, il faut faire attention. Je n'en ai pas encore rendu là, peut-être. Hein, mais il y a cette tendance à vouloir masquer le réel à travers des jeux, à travers des trucs, et une absence de récit. Alors, je dis ça d'autant plus que depuis 2-3 mois, j'ai été confronté à beaucoup de personnes de nos âges qui écrivent des bouquins, qui me demandent de faire la préface. Et là, c'est génial, parce qu'on trouve des récits de vie, des récits professionnels, des récits de parcours, et tu as l'impression qu'il s'est passé énormément de choses. Mais pour reprendre ce que Nico disait, si au niveau du petit peuple, il est dépossédé de sa parole, parce que d'une part, peut-être qu'il n'a pas la compétence linguistique pour l'exprimer, mais surtout, dans une démocratie représentative, il ne trouve pas les personnes qui peuvent porter son discours à un certain niveau. Ça veut dire que tout est mort, quoi. Et donc, il y a quelque chose de grave qui se fait, qui est de l'ordre de l'effondrement interne, parce que la fonction symbolique qui est chargée de propulser le rapport entre le vécu et le perçu pour en faire une matière de cognition, ben ça ne s'exerce pas. Et là, on s'appauvrit. Question très pertinente en cette période, je dirais, d'élections. Vous savez, il y a des élections sénatoriales et autres. C'est l'heure où chaque Guadeloupéen doit s'interroger quand il doit voter. En cas telle liste voit moins, mais qu'est-ce fait là? Est-ce qu'il est capable à relayer un discours? Je pense qu'on échangera là-dessus. On échange là-dessus. Oui, d'autant que l'expression élection à grand électeur, c'est pas tout à fait la même chose que les élections. Voilà, très très bien, c'est ça, il fallait le souligner. Les grands électeurs, ce ne sont pas... On verra après, on ne va pas dédouaner les grands électeurs dans leur responsabilité par rapport aux petits dédouaner du tout. Parce que nous mettons là pour présenter quelque chose. Si vous avez un maire que vous avez mis là, si vous vous trouvez là, ou que vous posez une question, mais quand il agit là. Mais bien sûr. Oui, non, mais pas seulement mais là. C'est tout pas seulement mais là, c'est tout le peuple là. Parce qu'il y a souvent des gens qui sont en conseil municipal et ils ne sont pas sentis responsables. Ils ont dit mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il faut nous tous considérer, on va demander des responsabilités, même en groupe. Tout le monde là doit être senti responsable. On ne peut pas fermer les yeux sur cela. Alors, Amaï, toujours sur cet élément de tristesse, alors. On parle de l'heure politique. Hein. Nous sommes dans cette heure politique, puisqu'il y aura des élections. Par exemple, on a parlé de relayer le discours. Est-ce que, par exemple, je dirais, je ne me tais pas, c'est une question, dans cette ambiance qui est la nôtre, est-ce que tu vois, par exemple, émerger des choses positives pour ce pays-là, n'est-ce pas ? Parce qu'on a besoin aussi des politiques, parce que ce sont eux qui voient ailleurs les difficultés que nous rencontrons dans ce pays-là. Alors, évidemment, on a besoin de politique. On a besoin d'avoir des politiciens forts, comme je viens de dire, parce que
quoi qu'on dise, ce sont les politiques qui décident et qui donnent l'impulsion pour pouvoir orienter le pays, j'espère, en tout cas c'est ce que nous souhaitons, vers du positif, vers une amélioration, vers le confort de vie, et pour pallier un peu à ce que disait Nico, de cette misère qui existe dans le pays. Eh bien, quand on voit par exemple, on va déborder un petit peu avant de revenir, les difficultés du Resto du Cœur, c'est ça, Resto du Cœur, qui a connu d'énormes difficultés. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ceux qui ont subventionné et qui ont amené de l'argent, parce qu'il y en a qui apprécient, d'autres qui n'apprécient pas. Mais c'est ce sentiment d'échec de la société. Lorsqu'on arrive à ça, ce que Nico est très attaché à, comment tu appelles ça, de la solidarité, l'économie solidaire, sociale et solidaire. Voilà. Donc, quand on arrive à ça, c'est vrai qu'on a besoin de personnes pour prendre le relais, pour aider ces gens-là. Ça veut dire que nous avons échoué. La société a échoué. Quand on a une culture libérale, voilà, tout, on dit qu'on a échoué. Nous n'avons pas su entretenir, ou en tout cas orienter, faire vivre notre société pour ne pas arriver à ce genre de situation. Et c'est un sentiment d'échec. Et dans ce sentiment d'échec, qui est-ce qui donne l'impulsion? Ce sont les politiques. On a beau dire, nous devons œuvrer, population, à avoir des politiciens forts, mais aussi que les politiciens puissent se mettre dans leurs responsabilités, dans la tâche qu'on leur a demandé d'assumer pour qu'il y ait une aspiration du peuple vers eux, pour qu'ils se sentent épaulés. Nous sommes dans un système aujourd'hui, en Guadeloupe comme ailleurs, comme dans beaucoup d'autres pays, où ceux qui ne vont pas voter, l'absentéisme, oui, qui ne participent pas au vote, l'absentéisme, le vote, c'est la grande majorité aujourd'hui. Or, dans ce système, moins on vote, plus ceux qui sont en place resteront en place. Il y a ça aussi. Ce qui fait qu'on reste dans la pourriture. Bon. Ils ne sont pas tous pourris, mais il y en a. Je demanderai par le doigt, si je choque, je demanderai par le doigt à ceux que je vais choquer. Mais quand on voit le cas de Pointe-à-Pitre, c'est parce qu'il y a toujours une minorité qui a voté et qui a entretenu une situation à Pointe-à-Pitre qui fait pas plus à Pointe-à-Pitre qu'ailleurs. Mais je prends l'exemple de Pointe-à-pitre. C'est éloquent, c'est Pointe-à-Pitre. On a entretenu. Et le peuple a entretenu par la non-participation au vote un système qui a causé, qui nous a emmenés là où nous sommes aujourd'hui. Et pour la Guadeloupe globalement, c'est un peu pareil pour la Guadeloupe globalement, parce qu'on n'a pas de leader charismatique aujourd'hui. Mais on n'a même pas de leadership. Et maintenant, on doit œuvrer pour arriver à avoir des politiciens forts pour pouvoir engendrer un mouvement du peuple derrière ces politiciens forts pour orienter le pays, pour que ce politicien qui est le porte-parole de la population puisse se sentir épaulé pour amener la Guadeloupe vers du positif. Mais pour ça, il faut qu'il y ait que ces politiciens s'y mettent aussi pour embarquer le peuple. Voilà, on faisait une page publicitaire, comme vous le savez, télévision, on ne peut pas marcher sans publicité. Donc, merci. Après cette page de publicité, nous sommes bien avec vous. Alors, René, on va parler alors, bon, il y a parler de politique, oui, mais il y a aussi les rentrées. Les rentrées académiques, rentrée politique, rentrée économique, on savait que sur la question de l'éducation, de la communauté éducative, en tout cas, où son acteur qui est indélébile, toujours là, n'est-ce pas? En tant que fondateur, ou cofondateur du SPEG, René, une position aille. Non, si vous voulez, en Guadeloupe, nous... ni la rentrée scolaire et puis ensuite ni la rentrée sociale. C'est comme ça à l'éviter qu'à dérouler. Ouais. Bon, la rentrée scolaire, c'est simplement pareil à l'immédiat pour faire en sorte qu'il y a tout le monde, etc. Et toujours ni les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes qui sont des problèmes de postes, de quantité d'élèves par l'école, etc. Tout simplement parce que, si vous voulez, les conceptions même à préparer les rentrées, à faire les rentrées et tout ça, toujours arrêter les mêmes et qu'à obéir à des sortes de normes qui sont sorties des voies d'ailleurs, qu'il faut respecter.
des décisions qui prises à l'extérieur, qui a dit, oh, mais c'est ça, etc. Il faut rendre 25 postes, il faut rendre ceci, il faut rendre cela. Mais ça qui a choqué moi beaucoup plus, c'est que, en fait, la rentrée doit être le moment où on a corrigé les erreurs qui sont faites. Il n'y a pas dit ça, pas de rupture là. Et corriger les erreurs qui sont faites, il n'y a pas seulement les problèmes de moyens, hein, mais c'est aussi les problèmes de fond, hein, les problèmes les problèmes d'ordre pédagogique, didactique, etc. Et d'orientation et de stratégie. On ne peut pas attendre parler de ces questions-là. Par contre, il y a augmenté là, il y a augmenté les salaires. Oui, mais pour moi, c'est un épiphénomène, en Guadeloupe en particulier, hein, qui dit pourquoi. Parce que là, on va parler moins d'augmentation de salaire, on va parler moins de 40% là. Ah bon? Le salaire que nous avons touché ici, c'est salaire plus 40%. Hein. Ah oui, c'est 40%. Pas en même situation. Bon, alors on dit moi la vie chère, etc. D'accord. En panique. Là, on voit, contre là, on voit qu'attendre parler. Mais préoccupation principale, nous n'avons pas un problème de salaire. En Guadeloupe, c'est un problème à la fois d'objectif, de vision, peut-être, de l'éducation. Oui, l'objectif, de savoir qui est objectif au système. Et comment on est là? Et puis, deuxièmement, de contenu pédagogique et didactique qui permettent de corriger les manquements et et ça, on va constater, parce que quoi on va constater? Les dysfonctionnements. On va constater que chaque année, c'est toujours à peu près entre 1000 et 1200 personnes qui ont sorti un système là. En fin d'année scolaire, va sortir un système là, sans véritablement les moyens d'insérer sur le plan social, etc. C'est la récurrence. Et souvent sans formation qui va permettre de faire cette idée à ça. Et en fin de compte, chaque a venu tomber en l'air les organismes. La société, du manière générale. Et les organismes qui chargent de l'insertion, au conseil régional et tout ça, fait ces filles-là. Moi, j'ai un certain nombre de discussions et de débats. En bas, les sentiments par rapport à ça qui a passé en l'école, les résultats et tout ça. Et ces filles-là, tu es content parce qu'elles ont dit on prendra le relais de M. Beauchamp parce que c'est exactement ces problèmes-là ça que nous rencontrons. Nous, au niveau de l'insertion, nous avons des problèmes énormes pour pouvoir parler d'insertion, etc., etc. Mais ça concerne 15 000 timons au total, etc. Parce qu'il faut bien rendre compte que ces jeunes-là, ça, là où ils ont sorti un système là, mais entre 18 et 25 ans, ils n'ont pas ni pour revenu. Ils ont l'arrivée là, pratiquement. Oui, ils n'ont pas ni pour revenu. En fait, on tirait ça. Oui, non, quelque part, ils ont l'arrivée là. Même là, on voit les bulletins d'insertion et tout ça. En fait, et les bulletins d'insertion, quand dit nous ça, ils ont des difficultés. Pourquoi? Parce qu'on va faire l'insertion, on va essayer de faire un certain nombre de bulletins d'insertion pour ces petits-là, ça. Mais en même temps, si on n'a pas un bulletin social côté à eux, pour on sort de tiroir, oui, soutien sur le plan financier, etc. Parce que, au cas de bon, oui, on a un stage pour tel côté, tout ça, arrêté en semaine autrement. Il faut pas transport en commun pour descendre. Hein. S'il n'y a pas d'argent, il paye. Bon, il ne paye pas transport en commun pour descendre dans stage là, ça qu'on va proposer, ni en formation là, ça qu'on va proposer, etc. Si c'est une fille qui jamais a de famille, il faut trouver un côté pour déposer Timouna. Donc, regardez, si pas ni ces conditions là, ça, il paye. Donc, si vous voulez, nous avons le problème qui nie à prendre en charge à niveau là, ça. Et ces questions-là, ça, c'est des questions qui doivent faire l'objet, si vous voulez, de politique publique en pays, en nous, pour viser à résoudre ces problèmes-là. Ça. Alors, pour parler de la rentrée scolaire, si vous voulez, c'est ce sens-là, ça. On prend un bulletin pour les lycées professionnels et qu'on la formation en lycée professionnel. Et toujours arrêter de par l'orientation, enfin, tu connais ça même à l'époque, là, on sort de l'orientation au lycée professionnel par l'échec. C'est-à-dire que c'est là où il ne peut pas passer quand on a là. Et là, on a là, c'est en fonction des places disponibles. Donc, si vous avez trouvé une formation qui va intéresser le monde du monde, mais c'est ça qui a été pour y, etc. On ne peut pas continuer un nivellement vers le bas. Avec une sorte de système comme ça. Dans la mesure où, si vous voulez, il faut une adéquation entre ça où vous voulez faire. À pas tout le monde qui réussit bac, etc. Ou que fait, d'accord. Mais, ou bien ouvrier. Ou besoin technicien, ou besoin un certain nombre de... Il faut justement les formations qui permettent de répondre justement aux besoins de la société. Donc, si vous voulez, tous ces problèmes-là, ça, pour moi, l'aspect pédagogique en particulier, on est en lutte contre l'illettrisme amené. Comment ça se fait qu'au récent Rassemblement national, c'est les fameux 3 jours qu'on a fait au niveau de l'armée, tout ça. Oui. Le résultat à ça, c'est que 30% de ces gens-là qui sont en situation d'illettrisme. Il y a un problème. Il y a un gros problème. On a tout un certain nombre de combats. Et qui est lié directement, si vous voulez,
à des bitins qu'il faut transformer au niveau à l'école là, il faut mettre en place et tout ça. Et par contre, ces problèmes-là, ça, ou pas qu'à sentir qu'elles sont préoccupations importantes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bitins qui t'a fait, hein, ni des bitins qui va. Mais pas ça qui mettent devant. Là, on va parler d'un problème à la rentrée, ni des bitins qui a fait au système scolaire là, mais ni des bitins qui a fait aussi en disant un système scolaire là, et qui n'y ont intérêt. Mais ou pas vrai, ces problèmes-là, ça qu'a vite paraître et qu'a prend soulever le dessus par rapport à des problèmes qui reculent. En ce qui concerne les places et les normes, là aussi, qu'il faut certainement revoir un certain nombre d'habitants. On ne peut pas déterminer si vous voulez, quand il est parce qu'il y aura à tel établissement ou à tel habitant et tout ça. Simplement, en fonction de normes mathématiques, il faut regarder qui est l'objectif qu'on veut, qui est les finalités qu'on veut sur le plan pédagogique et tout ça, pour définir qui les moyens au cabot et qui les conditions de travail. Ni de côté où 19 Simona, 28 Simona dans l'école, on peut faire y passer parce que cette situation-là va permettre ça, mais ni de côté où on ne peut pas fournir 19 Simona, sinon 20 Simona parce qu'on a un travail pédagogique plus particulier à faire. C'est bien dit. On revient donc, on poursuit sur. Oui, très bien. Je sais pas, Nico, tu as la parole. Parfait, je la prends. Oui. Alors, donc, on va parler de la rentrée scolaire. Alors. La rentrée scolaire, il y a politique, il y a économique. Ah oui, ça aussi. Alors, pour parler de la rentrée scolaire, moi, je fais une rentrée sans abaya. Ah bon? Oui, une rentrée sans abaya. Ça, ouais. Oui, c'est-à-dire que il faut qu'on voit les formes et les malformations de l'éducation nationale française. Il ne faut pas qu'elle se cache dans son abaya, l'éducation française. Bon, il faut qu'on voit ses formes. Et quand on regarde les formes de l'éducation française, elles sont déformées. Elles ne sont pas très sexy, les formes de l'éducation nationale. Ah oui, pas très sexy. Elles ne sont pas très sexy. Bon. Et peut-être pour ça, comme elles ne sont pas sexy, elle peut décider de ne pas les couvrir, enfin, de les montrer. Alors, bon. Le problème, c'est que l'éducation nationale en France, c'est une machine à reproduction des inégalités. Des inégalités, oui. C'est ça le vrai problème. Comment faire pour un grand pays comme celui-là puisse tenter de rompre avec la reproduction sociale? Ça, c'est les vrais problèmes. Oui. On y arrive, on peut chiffrer. On peut chiffrer, bon. Moi, ma grand-mère ne savait ni lire ni écrire ou presque. Et Nico est devenu. Et Dieu s'est vengé. Dieu s'est vengé sur moi. Bon. Donc, il y a un temps où c'était possible. Et on se rend compte que c'est de moins en moins possible. De moins en moins possible. Et que cette école-là, l'école république, l'école française, elle, c'est une machine à reproduction sociale. Ceux qui ont réussi ont des enfants qui réussissent de plus en plus. Et ceux qui n'ont pas réussi, entre guillemets, de plus en plus, leurs enfants sont dans l'échec. Voici une vraie question. Une vraie question. Bon. Et que ce n'est pas les questions d'abaya ou d'abaya. Bon. Une réflexion quand même sur l'abaya, la vraie. Je voudrais dire une chose à beaucoup de gens sur cette question de laïcité. Parce que le Conseil d'État, dans l'urgence, vient de confirmer le fait que l'abaya était religieux et interdit dans les écoles. Bon. Au nom de la laïcité. Je voudrais dire une chose simple aux gens qui nous regardent. La laïcité dont on parle, c'est celle de la France. Ah oui, il y a pas et celle uniquement de la France. Non, la conception de la laïcité, c'est à la française. Parce que, quand même, les écologistes qui disaient, il y a quand même 60 millions de Français, mais il y a quand même 3-4 milliards d'étrangers sur cette terre. Dans aucun pays moderne, on comprend la France, cette affaire-là. Parce qu'en fait, dans la logique anglo-saxonne, et qui domine le monde, c'est le monde, ce n'est pas cette vision-là. Non, mais ce n'est pas cette analyse-là. Tu t'habilles. En quoi ça peut t'empêcher d'étudier? En quoi ça peut empêcher les autres d'étudier? Bon, et en plus, il y a 2 poids, 2 mesures. Tu sais qu'en Europe, il y a une directive européenne qui garantit aux Italiens les crucifixes dans les écoles. Donc ça veut dire que... Comment dire ça? Ça veut dire que la France n'est pas dans le comment dire? C'est un pays en déclin. Oui. Au niveau de la pensée. C'est une pensée restrictive. Par contre, il faut le dire aux juristes que c'est conforme. C'est-à-dire que... À la Constitution, peut-être. Ah non, c'est-à-dire quand on dit pas le signe, machin, c'est cohérent. Mais ça n'a pas de sens à l'échelle du monde. À l'échelle du monde. Ni aujourd'hui, ni demain. Et même pas à l'échelle de l'Europe, puisque tu m'as dit que... Exactement, ça n'a pas. Donc c'est ça le problème de la France. Que fait la France? Que veut la France? Quel est l'état de la France? Vous voyez, c'est ça. Et peut-être qu'il faut qu'elle repense sa laïcité.
Le toilettage est nécessaire. Voilà, premièrement. Deuxièmement, rapidement sur la rentrée politique. Oui. La rentrée politique, ce qui m'a intéressé, c'est qu'au niveau des sénatoriales, j'ai regardé, il y a 8 listes, et il y a une constante à peu près, c'est la convergence, non pas des luttes, mais c'est la convergence des intérêts. C'est-à-dire que on se met ensemble pour gagner, mais on n'a rien de commun. C'est-à-dire que comme mon grand-père disait... Des machins de... Calcul. Oui. Ouais, mon grand-père coalition de circonstances. Mon grand-père disait, évidemment il a tort, il dit, à part parce que SIC et celle qu'ensemble, pour mettre ensemble. Ensemble. Hein? Ah ouais. Hein? Bon, ouais, parce que SIC et SEC ensemble, pour mettre... Ah non, mais là, il n'y a plus de problème. Hein? Là, on veut avoir des voix, des grands électeurs, on se met ensemble, et après on verra. Sur le dos du peuple. C'est-à-dire qu'on instrumentalise l'élection. Bah, peut-être aussi, ça peut être un bon signe. Ils vont emmener l'élection à sa mort. Et pour refonder autre chose. Ouais, voilà. Bon, mais c'est la tendance qui fait que la mort des idéologies, chère à Raymond Ramaille, ce qui est une idée vraie, le risque, c'est la mort des idées. Les idées. Quelle analyse, quelle profondeur. Alors, Raphaël, on poursuit également après à Nico. Par rapport à la rentrée et dans un mouvement plus global, pendant longtemps dans notre système sociopolitique, c'est le terme de la journée, les déséquilibres étaient des choses importantes parce qu'elles étaient porteuses de mouvements sociétaux, de mouvements politiques, et que dans le but justement de rétablir des équilibres, rétablir du développement. Il fallait qu'il y ait des équilibres pour pulser le développement vers quelque chose autour d'échelle d'égalité, d'équité, de fraternité, etc., et de développement. Et donc, les ruptures, les fameuses ruptures dont on parlait au départ, étaient intéressantes parce que les ruptures devaient être compensées. Et la compensation des ruptures était aussi un signe de respect. Alors, de progrès, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que les ruptures, elles sont là, il n'y a pas de problème. Et elles génèrent des déséquilibres. Les ruptures sont vécues, elles sont perçues et elles sont ressenties au quotidien par le petit peuple. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et pour revenir à l'éducation nationale, dès le jour de la rentrée, devant les portes, on voit ces ruptures, l'exercice de ces ruptures. Pourtant, ces ruptures ne sont pas prises en considération. Et c'est ça qui pose problème. Parce que leur prise en considération suppose des stratégies d'évolution, de réparation, de rattrapage, de rééquilibrage ou de progrès social et sociétal, qui permettent le jeu social. Donc ces ruptures ne sont pas prises en considération et les stratégies, et on revient à l'éducation nationale, ne permettent pas de les rattraper. Ça veut dire que c'est gravissime. C'est gravissime. Ça veut dire qu'on va vers des positions qui sont des positions qui, tôt ou tard, seront insoutenables parce que porteuses d'injustice dans la répartition des choses, des biens, de la redistribution. On nous a sorti à l'époque, il n'y a pas trop longtemps, la théorie du ruissellement. Oui. Ok. Grâce à ça, il fallait que les riches soient encore plus riches pour qu'ils puissent irradier sur toute la pyramide sociale. On a bien vu ce que ça donnait. Mais quel est l'inverse si la politique de ruissellement ne fonctionne pas, quel est son inverse? C'est ça le problème. C'est la pyramide qui s'inverse. La théorie de la pyramide inversée, on la connaît aussi. C'est donc le désordre, c'est le chaos, c'est la revendication, l'insurrection. C'est la situation là. Mais bien sûr. Et je pense qu'on va vers ça. La mission de l'éducation nationale pendant longtemps, mission noble, était de servir d'ascenseur social. Pour nous, notre génération, pour moi, c'est l'outil de la République qui a servi d'ascenseur social. Sur 3 générations, on est passé dans ma famille de la paysannerie la plus profonde, à un petit fonctionnaire associé à cela, et puis à moi, qui est pas mal, devant l'éternel. Oui. Devant l'éternel. Bon. Oui. Mais cette transmission-là, par un certain sens de progrès, ne fonctionne plus. C'est fini. Et donc, ça veut dire que cette fameuse pyramide inversée est en train de se mettre en place. Et donc, ceux qui montent, on parle souvent de la violence, on parle de ces phénomènes-là. Il est clair que le lien social et la cohésion sociale vont en prendre un rude coup parce qu'il n'y a pas de processus de compensation, de médiatisation. Et quand tu parlais tout à l'heure de résilience, y compris les fonctions traditionnelles de résilience, qui étaient des fonctions propres à un peuple à un moment donné par rapport à une histoire, ces fonctions-là commencent à être taries aussi, parce qu'on ne peut plus se baser uniquement sur la résilience pour justifier l'acceptation d'un désordre à venir, mais qui est déjà instauré dans les institutions.
La question, elle est profonde, le problème est grand. On doit tout à fait s'en inquiéter. Alors, ça en fait se préoccuper, n'est-ce pas? Ça devient une urgence. Pour moi, c'est une urgence sociale. C'est ce qu'on appelle une cause nationale. L'urgence avec un grand U, comme dirait. Alors, Raymond Ramaille, on continue, puisque bientôt, on arrive à la fin des émissions. Il y a une vidéo prévue? Oui, tout à fait. Tu vas l'annoncer. Ouais. Alors, Ramaille, on arrive à la fin, en tout cas, des inquiétudes à avoir dans ce contexte-là, avec cette rentrée qui est marquée, je dirais, de morosité, si on peut dire. Oui, on a l'impression que c'est une rentrée dans la continuité. Oui, le répétitif, pratiquement. C'est du répétitif. C'est vrai que lorsqu'on a déjà atteint un certain niveau, c'est plus difficile d'augmenter encore le niveau. Maintenant, on peut voir les choses de deux manières différentes. Celui qui voit le verre à moitié plein et l'autre qui voit le verre à moitié vide. Mais j'estime quand même que globalement, nous ne sommes pas pires que les autres. Le déclassement de la France est considérable. Alors, dans les échelles européennes et mondiales, l'éducation nationale, je ne sais pas si au niveau de l'éducation nationale, effectivement, il y a, quand on regarde les classements, il y a dans certains domaines, dans la plupart des domaines, où il y a un grand effort qui doit être fait par la France. C'est vrai. Bon, sur le plan local, nous avons il y a les difficultés nationales, mais il y a aussi les difficultés locales. C'est un métier que je connais. J'ai fait une carrière dans l'éducation nationale. Et comme quand j'étais en études, j'ai fait après le bac un certain nombre d'années d'études à la Martinique notamment. Et souvent, j'entendais les enseignants qui nous enseignaient pour faire une répétition. Il y avait des locaux. On parle de la Martinique, il y avait d'autres professeurs venant d'ailleurs. Là, on est déjà après le bac. Et souvent, les locaux qui nous disaient en tant qu'élèves, étudiants, ils disaient « Ah ouais, mais de toute façon, ceux-là, ils vont faire le mouvement, mais nous sommes là pour enseigner les Martiniquais, et bien, nous serons là. Hein. » Et je vois ce côté, ce chauvinisme, pour aller... Pour emmener les petits Martiniquais à un certain niveau. Je crois que nous devons aussi, ici, chez nous, quoique ça existe, on va dire que ça n'existe pas. Cibler l'excellence. Et cibler, et de faire en sorte à ce que nos petits Guadeloupéens soient toujours au maximum, qu'on fasse le maximum pour les petits Guadeloupéens, que ce soit des locaux ou des non-locaux. Ils sont payés pour faire le job doit être fait correctement et jusqu'au bout. Je souhaite qu'il y ait moins de jours de grève. Oui. Je souhaite de l'éducation nationale, pour diverses raisons. Hein. Il n'y a pas forcément que les enseignants qui vont faire grève parce qu'ils ne touchent pas assez d'argent. Les salaires ont augmenté. J'espère qu'il n'y aura pas de grève pour cette cause-là en tout cas. Mais je parle aussi, par exemple, il n'y a pas d'eau. Oui, à l'eau, vraiment. L'école est fermée pendant une semaine. Il n'y a pas de transport. L'école est fermée. Et puis, je le dis quand même, mais je sais que ça ne va pas faire plaisir. Mais il y a aussi de juguler au maximum les arrêts de maladie, de congés de maladie. Il y a aussi... ça y est, on a un programme politique là. Pour pouvoir améliorer et augmenter le nombre de jours de classe de nos petits Guadeloupéens. Pour améliorer la lecture, par exemple, pour améliorer un certain nombre de choses, pour aller vers le positif. Je pense qu'on est... Et la rentrée sénatoriale aussi, les élections sénatoriales, peut-être qu'on aura l'occasion de dire... On termine sur ces mots-là. De toute manière, nous aurons l'opportunité de revenir sur ces questionnements, ce chantier important qui nous interpelle. Et aussi, les hommes qui sont à l'œuvre, les politiques, tout un chacun, doivent aussi rester, je dirais, à mon sens, très attentifs à des sortes de doléances. En tout cas, ce sont les mots. Cette émission se termine avec, bien entendu, une vidéo que va nous annoncer notre ami Nico. Oui, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup hésité, et finalement j'ai sacrifié à ce qu'il y avait de plus simple et de plus banal. Gérard Lequel était inévitable aujourd'hui, hein, et Gérard Lequel qui a, comment dire, c'est un révolutionnaire de la musique, qui a révolutionné la musique. Il a des héritiers nombreux ici, le jazz est le cas, c'est merveilleux, et donc voilà.
Gérard Lecal, le titre le plus connu de Gérard Lecal. Oui. Hein, c'est l'hymne national guadeloupéen. L'hymne national guadeloupéen. En tout cas, un clin d'œil très appuyé à cette personnalité qui nous a quittés. Tout à fait. Voilà. Donc, la vidéo termine cette émission.